Donc bonjour à tous, Béguette Poudès, chef de projet au DAC du Gers, donc dispositif d'appui à la coordination. Donc on est là aujourd'hui parce qu'on a été sollicité du coup par l'équipe mobile d'antibiothérapie de l'hôpital d'Auch et du docteur Pinazo. Et donc ils souhaitaient discuter avec vous un petit peu sur ce projet qui est arrivé dans le Gers en début d'année. Du coup, je vais laisser la parole au docteur Pinazo. Ouais, alors bonjour à tous. Donc, comme vous tous, je pense, je suis médecin généraliste et en fait, j'étais sollicité parce que j'avais été interpellé il y a quelques années par ce problème de santé publique qui est en train d'apparaître et qui va s'accentuer dans les années qui viennent, d'après les projections, qui est lié à l'antibiorésistance. Donc en fait, il y a d'un thème qui était un petit peu où chacun pouvait s'y intéresser de façon personnelle. Du coup, il y a une politique de santé publique qui est mise en place au niveau national et qui est redistribuée en fait au niveau régional et qui se redistribue au niveau départemental. Où, en fait, il y a c'est pour ça qu'il y a des EMA qui se sont créés. Au niveau régional, c'est des CRAT-TB, je ne sais même plus ce que veut dire l'acronyme, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, les EMA, c'est que sur un département, en fait, il y a une équipe qui peut être interpellée par rapport à ces problématiques sur énormément de plans qui touchent à l'antibiothérapie. Donc, il y a Sophie Ancelin, Sophie Arista et Laurence Gauthier seront plus à même de vous en parler. Donc en fait, là, pour juste donner une perspective par rapport à ce problème de santé publique, voilà, bon, j'ai pris quelques chiffres, j'avais trouvé qu'ils étaient parlants. En fait, la mortalité par pathologie va passer, qui était actuellement le cancer au niveau mondial, va passer de façon exponentielle dans quelques années, liées aux infections liées à cette antibiorésistance. Voilà, les chiffres sont carrément hallucinants. Donc en fait, l'idée, c'est que on retravaille nos pratiques, nous au quotidien, donc après au niveau, nous, chacun de nos cabinets, et après au niveau des établissements, au niveau des EHPAD, de façon à ce qu'on améliore nos prescriptions, qu'on soit plus juste, qu'on soit plus près. Et pour ça, il faut qu'on se fasse un petit peu aider parce que c'est pas toujours évident, les choses évoluent en permanence. Donc en fait, c'est un problème mondial, hein, ça touche pas du tout notre département de façon initiale, mais bien que ça commence. Donc c'est vraiment une action de chacun et c'est vraiment une de chacun pour tous. Voilà, on est dans un projet global où chacun peut avoir par sa petite action améliorer les choses. Voilà, je vais passer la main à Sophie et pour qu'il va être un peu plus précise au niveau de la présentation. Merci Philippe et merci Gaëlle de nous permettre l'organisation de cette réunion. Donc je vais voir si j'ai compris comment partager mon écran. A priori c'est bon, vous le voyez. Là vous voyez mon écran, c'est bon? Pas du tout. Bon, donc, surtout qu'en plus, moi, je ne vous vois pas non plus. Alors là, ouvrir le bac de partage. Là, est-ce que là, vous voyez? Ah, très bien. Voilà. Là, vous voyez. Bon, je vous mets là. C'est toujours... Vous m'entendez ou non? Très bien. Ouais, parce que nous, on a un souci d'affichage sur l'écran. On a un souci d'affichage sur l'écran. On va le laisser comme ça, même si c'est pas joli. Bon, même si c'est pas joli, l'essentiel c'est que vous le voyez. Donc vous voyez toujours là. Et vous m'entendez ou non? Oui. Oui, On t'entend, Sophie. Allez, je démarre donc. Donc effectivement, l'équipe mobile d'antibiothérapie, donc les missions, c'est la promotion du bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance, qui va passer par le déploiement d'actions sur le bon usage des antibiotiques auprès de la médecine de ville, de la médecine hospitalière et des EHPAD. Donc pour ce faire, donc, il y a une équipe ressources dont Philippe a déjà parlé, qui est composée des docteurs Ancelin et de moi-même, donc infectiologue ici, de Philippe Pinazo, de Laurence Gauthier, dont vous avez entendu parler, vous la verrez à l'écran tout à l'heure,
qui est en état sur l'hôpital de Florence, qui est en état sur le MA. Et vous avez donc une ligne téléphonique sur laquelle vous tomberez toujours sur l'infectiologue de Sophie ou Sophie en fait, une adresse mail dédiée également pour des avis infectiologiques et le numéro de téléphone du docteur. Donc, l'antibiorésistance est une problématique majeure. Les chiffres viennent donner Philippe, voilà, je donne un peu les mêmes chiffres. Pour moi, 2015, donc en Europe, plus de 670 000 infections bactériennes liées à des bactéries résistantes aux antibiotiques, ce qui représente 125 000 patients en Europe et plus de 5 000 décès par an en 2015 liés à ces infections à bactéries. Docteur Arista, est-ce que vous faites défiler vos slides? Parce que nous, du coup, ça ne bouge pas. Ah, oui, moi, je les fais défiler. Ok. Moi, je fais défiler et on reprend. Ouais, j'ai même perdu. On a... Là, elle a défilé pour nous. Ok, là c'est bon. C'est bon, ça défile? Oui, très bien. Là, on voit. Très bien. Donc, premier constat, en fait, c'est un pourcentage croissant de résistance bactérienne aux antibiotiques. Donc, sur le... est-ce que vous voyez ma souris aussi? Oui. Oui, très bien. Donc, si on regarde le tableau de gauche, l'évolution des pourcentages de résistance d'Escherichia coli aux céphalosporines de troisième génération, la courbe du bas, vous avez de 2015 à 2019 un taux qui oscille autour de 2,8-3,5%, ce qui peut paraître peu, mais qui pose des problèmes au quotidien. Si on regarde la résistance au fluoroquinolone, entre 2015 et 2019, on a, donc c'est encourageant, une petite baisse de résistance qui passe de 13,5 à 11,9. Et ce que je viens de vous dire, je vais le tempérer en fonction du lieu de vie du patient. Si on passe sur le tableau de droite, en fait, là, on est sur les données premier semestre 2022 du pourcentage de résistance d'Escherichia coli en Occitanie. Donc, on se rend compte qu'en fonction de si on est un résident au domicile ou un résident d'EHPAD, on n'a pas le même risque d'avoir un Escherichia coli résistant aux antibiotiques. Pour rappel, donc, un Escherichia coli, donc c'est résistant à l'amoxicilline dans près de 50% des cas. C'est également résistant aux Bactrim dans 20% des cas, ce qui explique que ce n'est pas des antibiotiques à donner en première intention dans les infections d'organes parenchymateuses. Ce qu'on voit, c'est que qu'on soit à domicile ou en EHPAD, on a une faible résistance aux Escherichia coli, notamment à la phosphomycine, ce qui permet d'utiliser la phosphomycine pour traiter même en EHPAD des cystites de la dermatite. Si on revient donc au fluoroquinolone et aux céphalosporines de troisième génération, on se rend compte que si on habite au domicile ou si on est résident d'EHPAD, on a un risque en EHPAD beaucoup plus important d'avoir une résistance à Escherichia coli pour les fluoroquinolones. Vous voyez, c'est 21% des souches chez les résidents qui sont résistantes. Pour la ceftriaxone, c'est 9%. Pour les céphalosporines orales, 11%. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude, c'est si on en fait, ça c'est domicile homme-femme, mais si on s'attache aux hommes à domicile, on voit que le taux de résistance est plus important pour les Escherichia coli chez les hommes, notamment pour les fluoroquinolones, qui passe de 14 à 22% pour les hommes à domicile. Et si on regarde la sous-population des hommes en EHPAD, on voit qu'un homme donc a 30% de chance de malchance d'avoir un Escherichia coli résistant au fluoroquinolone, également 15% de malchance d'avoir un Escherichia coli résistant aux céphalosporines de troisième génération. Et là, on se rend compte que pour les hommes en EHPAD, on a une vraie problématique de prise en charge infectieuse. Là, je vous ai parlé donc de la résistance aux céphalosporines de troisième génération, donc ce qu'on appelle les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, les BLSE, mais on est inquiet par la survenue de bactéries résistantes donc au carbapinème, l'épinème qu'on utilise quand les bactéries sont résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Maintenant, on a des résistances au carbapinème. Alors, si on regarde cette map monde, on voit que la France est en vert, donc on se dit on est plus inquiet, c'est moins de 1% de résistance pour, par exemple, Klebsiella pneumoniae au carbapinème, mais cette résistance augmente, c'est la courbe que vous voyez ici, et on voit qu'on a des pays limitrophes qui ont des résistances beaucoup plus importantes, donc l'Espagne et le Portugal
des résistances entre 5 et 25%, et d'autres pays, l'Italie, la Grèce, entre autres, qui ont des taux de résistance pour certains de plus de 50%. Une bonne nouvelle cependant, si on regarde Staphylococcus aureus, on voit que dans le temps, entre 2001 et 2017, la proportion de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline diminue. Elle passe d'un peu plus de 30% à 13% en 2017, en sachant que ce 13% il se répartit en 9% pour les souches de ville qui sont résistantes à la méticilline. Si on est en EHPAD, pareil, on a 40% de souches de Staphylococcus aureus qui sont résistantes à la méticilline. Et si on compare notre 13% à quelques autres pays, on a donc un taux de 1% de résistance aux Pays-Bas et on a un taux de 40% de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline aux États-Unis. Le second constat, c'est une consommation trop importante d'antibiotiques en France. Vous voyez que la France, dans l'Union européenne, fait partie du top 5 des pays le plus consommateurs ou prescripteurs d'antibiotiques. Alors évidemment, c'est le mauvais top 5 et c'est 2 fois plus important que d'autres pays, donc les pays du Nord qui sont souvent cités en exemple, la Suède et la Finlande. Cette consommation d'antibiotiques, donc ici c'est la France, elle se répartit en à peu près 93% d'antibiothérapie prescrite en ville et 7% d'antibiothérapie prescrite en secteur hospitalier. Si on regarde l'évolution globale de la consommation d'antibiotiques, donc en rose vous avez la France, en vert c'est la moyenne de la communauté européenne. Donc la France a une consommation supérieure de 30% par rapport au taux moyen de l'Union européenne. On constate, quels que soient les pays, un décrochage brutal en 2020 qui est clairement rapporté à l'épidémie Covid, avec moins de consultations médicales sur cette période et probablement des mesures, donc les mesures barrières, le masque, la réduction alcoolique, qui ont permis également de diminuer le recours aux antibiotiques. Mais on peut peut-être être inquiet puisqu'on a l'impression que la courbe de la France remonte plus vite que la courbe de la moyenne de l'Europe. Alors ces deux tableaux, c'est pas pour se comparer par rapport aux pays voisins, la Grèce et les Pays-Bas, mais c'était deux choses intéressantes et encourageantes. Si on regarde la courbe verte, qui est la prescription pour la France de l'amoxicilline acétylgalanique, on se rend compte qu'à partir de 2016, à peu près, on a une diminution de la consommation d'amoxicilline acétylgalanique. Et en parallèle, sur les mêmes années, on a une augmentation de la consommation d'amoxicilline. Donc ça, c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un transfert de prescription de l'augmentin vers l'amoxicilline. Autre chose de satisfaisant, si on regarde donc toujours en vert la France, la consommation des céphalosporines de 3e génération en ville, on se rend compte qu'à partir de 2015, on a une baisse assez importante de la consommation de céphalosporines de 3e génération. Pareil pour les fluoroquinolones, on a pareil à partir du début de l'année 2010 une baisse de la consommation des fluoroquinolones. Si maintenant on regarde donc la France, on voit que l'Occitanie fait partie des régions françaises qui prescrivent le plus d'antibiothérapie en ville. Alors ce tableau il est un petit peu compliqué à lire, donc là c'est la région Occitanie détaillée par département et par tranche d'âge, mais je vais le simplifier. En fait, on va regarder juste le Gers et la consommation antibiotique tout âge confondu. On est supérieur à la moyenne française. Si on regarde dans le Gers, donc ça ce sont nos prescriptions d'antibiotiques en fonction de l'évolution du temps. Donc la prescription de bêta-lactamine tout venant, donc incluant pénicilline et céphalosporine, on voit qu'on a en rose le Gers par rapport à la France en bleu, deux courbes qui se chevauchent. La prescription, toujours dans le Gers en rose, de céphalosporine en ville, tout âge confondu par rapport à la France, on voit qu'on a une surprescription de céphalosporine dans le Gers. Alors peut-être que les courbes tendent à se rapprocher, ce qui peut être vu comme de l'optimisme. Prescription de fluoroquinolone dans le Gers, on a également donc une surprescription de fluoroquinolone dans le Gers avec
un espacement entre les deux courbes qui tend à s'estomper au fur et à mesure du temps, mais on reste toujours donc en nombre de prescriptions largement supérieur à la moyenne de la France. Alors, une question, comment avec des antibiotiques fait-on de l'antibiorésistance? Vous le savez, j'enfonce une porte ouverte. Donc ici, je vous ai représenté donc, la flore d'un tube digestif. Donc, puisque la flore du tube digestif, c'est le microbiote le plus important de l'organisme en termes de nombre de bactéries et de différences bactéries. Donc, vous avez en bleu des bactéries sensibles aux antibiotiques, en rouge quelques bactéries résistantes. Ce patient avec cette flore va consulter un médecin qui va lui prescrire, par exemple, pour une pneumopathie, une céphalosporine ou de la lévofloxacine. Donc, probablement que le patient va guérir de sa pneumopathie, mais le traitement antibiotique va également détruire les bactéries bleues sensibles de sa flore colique pour ne laisser persister que les bactéries rouges. Alors, c'est très caricatural, ce que je dis. Et petit à petit, ces bactéries rouges vont se multiplier et en quelques jours, vous allez sélectionner un réservoir de bactéries résistantes dans le tube digestif de votre patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez sélectionné une bactérie résistante, par exemple une enterobactérie, donc BLSE, il faut environ 6 mois en l'absence de nouvelles prises d'antibiothérapie pour avoir une clearance de cette bactérie, que le patient reprenne sa flore habituelle relativement sensible. Une fois que le patient il a cette flore résistante, il va pouvoir s'infecter lui-même avec sa propre flore et il va également pouvoir transmettre ces bactéries résistantes à d'autres hommes par tous les moyens d'échange, et notamment les mains. D'où l'intérêt, quand on prescrit donc un traitement antibiotique, c'est de prescrire un traitement antibiotique qui a le moins d'impact possible sur le microbiote. Et on différencie, donc on catégorise les antibiotiques en fonction de leur impact. Et on connaît des antibiotiques à faible impact sur le microbiote qui sont la prostramycine, l'hypofurantoline, le picnicillinam, dont le créneau aussi sont les infections urinaires. Vous avez des antibiotiques à effet intermédiaire sur le microbiote qui sont l'amoxicilline acétylabulamique, le cotrimoxazole, et il y a des antibiotiques donc, sur lesquels on tape depuis le début du diaporama qui ont un fort impact sur le microbiote, qui sont les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e génération, orales ou injectées. Ça, c'est une vieille étude, mais que, donc 2004, mais que je trouve intéressante. Donc, pour la lire, donc, il faut regarder ici, donc en 2004, sur ces deux colonnes, sensibilité acide nalévique ciprofloxacine des Escherichia coli. À l'époque, c'était 91-97%. Les patients qui avaient pris des quinolones dans les 6 mois précédents, on voit leur taux de sensibilité d'Escherichia coli diminuer à 70% pour la ciprofloxacine, 63% pour l'acide nalévique. Donc ça, on le sait, c'est pour ça qu'on dit que traiter une infection urinaire chez quelqu'un qui a déjà reçu des fluoroquinolones dans les 6 mois, il ne faut pas commencer par une fluoroquinolone parce que c'est une infection d'organes. Ce qu'on savait un petit peu moins et qui est montré par cette étude, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la résistance aux bêta-lactamines, ici vous avez en blanc l'amoxicilline, ici vous avez l'amoxicilline acétylabulamique. Donc en 2004, vous avez 64 et 67% de sensibilité, mais si vous prenez des bêta-lactamines dans les 6 mois, pareil, vous avez la sensibilité qui baisse à 41% pour les deux molécules. Donc la question, c'est comment éviter ou lutter contre l'antibiorésistance. Alors, ça, c'est un schéma qui n'est pas complet, mais l'antibiorésistance, en fait, ce n'est pas simplement la prescription à l'hôpital ou en médecine de ville d'antibiotiques. L'antibiorésistance, c'est également la prescription d'antibiotiques en santé animale. J'ai trouvé comme chiffre en 2018, donc, autant de tonnes d'antibiotiques prescrites en santé humaine que d'antibiotiques prescrits en santé animale. Et il faut savoir que parmi les antibiotiques prescrits en santé animale, 95% est destiné aux animaux de consommation. Que vous soyez un homme ou un animal qui reçoit des antibiotiques, vous allez éliminer pour l'homme par le biais des eaux usées des antibiotiques, des bactéries résistantes dans l'environnement, l'océan, les rivières, les nappes phréatiques. Pour les animaux, donc ils vont éliminer également des bactéries résistantes dans le sol. Mais en plus d'éliminer donc des bactéries résistantes, on élimine également
des antibiotiques dans les urines, dans les selles, qui vont également se retrouver dans des taux variables dans les sols et les eaux. Et dans ce schéma n'est pas représentée en fait la pollution représentée par l'industrie pharmaceutique. Il a bien été montré que autour des grands sites de production d'antibiotiques, les eaux et les terrains sont contaminés par des doses importantes d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Donc, comment éviter ou lutter contre l'antibiorésistance? Donc, ce sont des exemples, des pistes. Donc, promouvoir l'utilisation de tests de diagnostic rapide. Alors, j'avais trouvé ces données donc, sur l'assurance maladie du jeune, qui remonte maintenant un petit peu, c'était 2016. Donc, à cette date, il y avait 91 omnipraticiennes, donc omnipraticiennes pédiatres et ORL, qui étaient susceptibles d'utiliser des PDR. Et en fait, 46% de ces 91 praticiens avaient commandé donc, sur Anelitro des PDR et en moyenne, la commande était de 4%. Ce qui veut dire en fait qu'un praticien sur deux, à l'époque en tout cas, commandait et utilisait des PDR. Le moyen d'éviter ou de lutter contre l'antibiorésistance, c'est de promouvoir la vaccination. Donc, par exemple, grippe, coqueluche, hémophilus, pneumocoque. On sait que grâce à la vaccination, on évite en fait, pour ce qui est des virus, des surinfections bactériennes, et pour ce qui est des bactéries, d'authentiques infections bactériennes. Ici, c'est le centre de référence du pneumocoque qui nous a fourni les données donc, de sensibilité du pneumocoque de 84 à 2019. Donc, on voit que de 84 jusqu'aux années 2000, on a une augmentation progressive du nombre de souches de pneumocoques présentant une sensibilité diminuée à la pénicilline. Puis en 2001-2002, donc le plan antibiotique, avec le slogan les antibiotiques, c'est pas automatique. On a puis la vaccination avec le Prévenir 7 puis le Prévenir 13. Et on voit que ces plans antibiotiques et vaccination combinés ont fait diminuer le pourcentage de souches de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline. Un autre moyen de lutter contre l'antibiorésistance, c'est de pouvoir fournir aux professionnels en fait, des outils d'aide à la prescription. Et là, donc, je vous montre donc, sur ces deux diapositives donc, ce qui est en cours de distribution dans les EHPAD, en fait, des plaquettes faites en lien avec le CRAPD Occitanie, l'ARS, le CEPIAS, donc, qui sont des plaquettes destinées aux médecins, mais également aux infirmières, où on vous explique en fait donc, les médicaments s'ils peuvent être écrasés, pas écrasés. On donne des conseils sur le prélèvement, on donne des conseils, alors je dis on, c'est pas moi, des conseils de traitement pour les infections de la sphère digestive, sphère urinaire, sphère cutanée, sphère respiratoire. Lutter contre l'antibiorésistance, donc c'est prescrire des antibiotiques aboliciens, à bonne dose, avec le spectre le plus étroit possible et la durée la plus courte possible. Et là, donc, je laisse la parole à Sophie Ancelin. On va essayer de changer le diaporama et de partager le bon écran. On passera aux questions à la fin, je pense. Oui. Ouais. On vous a perdu là? Non, non, c'est bien. Alors, hop, là. Non, l'effet, ça marche pas. Si, on voit. Si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, moi, je voulais vous faire un petit topo un peu plus pratico-pratique. Alors, peut-être que je vais plus enfoncer des portes ouvertes, mais bon, ça donnera peut-être lieu à des questions et à des discussions au détour. Donc, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on fait un mini quiz. Si vous voulez ouvrir vos micros pour répondre, c'est avec plaisir. Donc, juste un petit rappel, sur une piste simple, par exemple, une patiente, donc 50 ans, paquet de litres de grossesse, quelle molécule vous donneriez en première intention et sur quelle durée?
Bon, c'est pas de réponse, j'avance. On est sur la fosfomycine et sur un jour seulement d'antibiotiques. La communautaire qui évolue bien sous amoxicilline perrox à J3, quelle durée d'antibiotiques? Philippe. Donc, toujours, c'est suffisant. C'est une dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Donc, si on prend un patient diabétique, 95 kg, qui évolue plutôt, enfin, en tout cas, qui est aphérétique à 48 heures, mais qui a toujours un aspect érythémateux à J5, quelle dose antibiotique vous auriez mis et quelle durée? Je continue dans la 2 grammes 3 fois par jour, donc 50 mg tous le jour. Et donc on reste sur 7 jours et le message là, c'est que l'aspect érythémateux persiste, ce n'est pas un signe d'échec, il met 2 à 3 semaines à régresser complètement sur des dermohypodermites. Donc les avantages de raccourcir les durées d'antibiothérapie. On a évidemment un avantage sur l'observance des traitements, sur les effets secondaires. Et donc on a des effets secondaires qui sont tout à fait liés à la durée de l'antibiothérapie. Donc sur des durées plus longues, on peut parler de la neuropathie oclaginine ou au linésolite par exemple. Voilà, et ces effets secondaires parfois ils sont aussi liés à l'impact sur la flore commensale et à la pression de sélection, qui dépend évidemment, comme l'a dit, du choix de la molécule, de ses paramètres PKPD. Et on voit par exemple sur une étude qui date déjà un peu de 98 que dès qu'on prolonge un traitement à plus de 5 jours, on multiplie à peu près par 3 le risque d'acquérir un pneumocoque R sous amoxicilline. Et après, on a bien vu aussi la sélection de BLSE sur les précautions de C3G et de Tynorel. Il y a une étude assez intéressante aussi qui montrait que réduire la durée de traitement permettait de réduire un risque de sepsis supérieur en diminuant donc l'impact sur le microbiote qui a un effet barrière et un effet aussi de stimulation de l'immunité. Ça part d'une cohorte rétrospective de patients aux États-Unis où ils ont trouvé une association claire entre certains antibiotiques, la durée de prescription et le risque qu'ils fassent un sepsis dans les 3 mois suivant cette antibiothérapie. Donc on a des avantages certains. Après, il reste à trouver en fait l'efficacité d'une durée plus courte d'antibiothérapie et sur beaucoup d'indications, on commence à avoir, donc ça mon tableau est déjà un petit peu ancien, mais on commence à avoir de nombreuses études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les durées longues et les durées courtes d'antibiothérapie. Pour aller un petit peu plus spécifiquement sur des pathologies, sur la pneumopathie communautaire, donc j'ai trouvé les chiffres, mais pour les pneumopathies hospitalisées, on a quand même encore des durées moyennes d'antibiothérapie qui sont de 9 jours, avec plus de 70% des patients qui sont traités plus de 7 jours. Alors qu'on sait expérimentalement que l'inoculum dans les pneumopathies diminue très rapidement les 48-72 heures. Donc on accumule les méta-analyses de l'efficacité et on s'aligne sur les recommandations américaines, anglaises, etc. Maintenant proposé pour les pneumopathies communautaires qui sont en charge ambulatoire une durée de 5 jours d'antibiotiques sous réserve d'une évolution favorable à 72 heures avec les critères qui sont mentionnés là. Voilà, en sachant que la présence de la fille n'est pas un signe d'échec de votre antibiothérapie. Et donc on va avoir des recommandations très prochainement sur les infections respiratoires hautes. Je pense qu'ils vont être présentés dès les prochaines journées pour mettre à jour un petit peu les prises en charge des infections respiratoires hautes. Sur les infections urinaires aussi, on accumule aussi des études qui trouvent notamment la non-infériorité d'un traitement par fosfomycine pendant un jour versus 5 jours de lipofurantoïne. Après, petit frein sur les infections urinaires masculines chez les patients qui sont vraiment symptomatiques de la fièvre ou l'étude de ProstaShort du coup a mis plutôt en exemple une infériorité du traitement de 7 jours versus 4 jours
Voilà, là-dessus, c'est difficile de raccourcir la durée de la prophylactique aiguë. Après, ce qui sera discuté dans les prochaines recommandations, je pense que c'est la durée d'antibiothérapie dans une cystite masculine, donc une infection polysymptomatique de l'homme. Et donc, il y a de la même façon des recommandations qui vont bien se sortir sur le sujet des infections urinaires. Après, pyélo simple, on peut raccourcir la durée de traitement, mais ça vous le savez certainement déjà, si vous êtes obligé de mettre des quinolones ou des C3GID à 7 jours au lieu de 10 jours. Donc sur les infections de la peau et des tissus mous, donc selon les recours HAS 2019, on peut diminuer donc les durées de traitement aussi. Et penser à bien adapter la posologie au poids des patients, c'est souvent un des facteurs d'échec sur ce type d'infection. Alors là, c'est pour faire un peu provoque, mais bon. Donc les nouveaux, voilà, shorter is better, c'est un petit peu le nouveau slogan en antibiothérapie dans de nombreuses infections. Et il y a même certains auteurs qui pousseraient à changer de paradigme, c'est-à-dire à cesser d'insister pour que les patients finissent absolument leur traitement, mais leur dire que si les symptômes sont résolus et qu'ils vont mieux, ils ne sont pas obligés de finir la boîte. Bon, ça se discute. Hein. Après, ce qui est important, c'est évidemment d'individualiser les durées, de savoir que ces durées courtes sont possibles en cas d'évolution favorable, mais de les individualiser aux patients, au contexte, est-ce qu'il est immunodéprimé, est-ce qu'il est insuffisant rénal, est-ce qu'il est un point important, est-ce qu'on est dans un contexte nosocomial, quel est le pathogène suspecté, etc. Donc là, c'est un petit peu maladroit, vous n'allez pas individualiser la durée sur ces données-là, mais je voulais vous faire passer des petits outils pratiques d'aide à la prescription que vous connaissez peut-être déjà, le type GPR pour l'insuffisance rénale, ainsi que pour calculer l'adaptation des antibiotiques au contexte de l'obésité, et le rappel sur le CRAT pour un antibiotique et le Le message clé, mais ça je sais que c'est pas forcément facile dans votre pratique, c'est de pouvoir réévaluer ces patients à 48-72 heures. Et nous, ce qu'on fait déjà de manière systématique sur l'hôpital, c'est d'essayer de surveiller tous les antibiotiques qui sont prescrits de 7 jours. Ça peut être aussi un réflexe dans votre pratique de vous dire, là je suis à plus de 7 jours, ou je suis à 7 jours, pourquoi je continue? Est-ce que c'est une indication qui est validée? Pour quelle raison? Etc. Donc voilà, réduire pour diminuer la consommation sans impacter l'efficacité des traitements. Il y a des études qui cherchent à prouver qu'on pouvait juste diminuer l'inoculum bactérien jusqu'à un niveau où l'immunité de l'autre pouvait contrôler l'infection. Donc c'est intéressant d'avoir un petit peu des retours là-dessus. L'objectif, effectivement, c'est de diminuer l'impact écologique. Et donc j'en profite pour vous dire qu'on est là. Si vous avez besoin de discuter de situations complexes ou voilà, et que aussi via le MA, on a un groupe qui est coordonné par le CRAT affilié à Occitanie pour travailler sur les recommandations et vous les diffuser au fur et à mesure. Voilà. Merci à Sophie. Vous étiez très sage, on ne vous entendait pas, donc soit vous étiez captivé, soit endormi, on ne sait pas. Sophie, moi j'avais la notion, c'est peut-être trop vieux maintenant, mais que dans une pyélo, on ne mettait pas d'aminoside tout seul, qu'il fallait forcément l'associer en bithérapie pour justement éviter cette antibiorésistance qui pouvait déclencher. Et là, j'ai vu qu'on pouvait le mettre tout seul de prime abord, sans le mettre en bithérapie. Alors c'est un peu un choix, on va dire, par défaut. Ah. Ça apparaît sur les recommandations, mais effectivement, les situations où on est amené à prescrire un aminoside en monothérapie sur une pyélo, elles sont, on va dire, exceptionnelles. Oui, d'accord.
quand on n'a aucune autre antibiothérapie à proposer dans certains contextes, mais c'est vraiment exceptionnel. D'accord. Et toujours en fonction de la fonction rénale, forcément. Effectivement, du terrain, des dosages, etc. Et alors c'était pour deuxième Sophie. En fait, j'ai vu que moi je me rappelle à une époque, on avait des gamins qui avaient des otites à répétition, on savait plus comment les gérer, donc on montait les doses d'Amox à l'époque pour essayer d'aseptiser les otites. Et donc c'est vrai que le vaccin, il a transformé l'évolution des otites chez les enfants parce qu'on ne se retrouve plus avec ces pneumocoques qu'on n'arrivait plus à gérer. Par contre, on voit que la vaccination, elle est pas venue, elle a baissé. Elle a baissé en fait le nombre de pneumocoques à sensibilité diminuée à l'amoxicilline, mais ça l'a pas effondré non plus en fait. Hein. Quand on regarde les courbes, on revient ça a baissé de 30% ou 40% à vue de nez sur tes courbes. Donc on aurait pu ça, alors qu'on a l'impression que c'était beaucoup mieux. J'aurais eu l'impression cliniquement que c'était mieux que ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours traiter à l'amox de façon assez forte quand on a une otite. Je crois qu'on est autour de 100 mg kilo. Entre 80 et 100, à cause de ça, parce qu'on n'a pas pu éradiquer complètement, on n'est pas revenu à un truc complètement avec des pneumocoques totalement sensibles. Alors je sais pas te dire le pourcentage de personnes vaccinées, mais il est clair que le pourcentage de personnes vaccinées par rapport au pourcentage de personnes qui pourraient bénéficier de la vaccination, et notamment donc les patients, les personnes âgées de plus de 65 ans ou des personnes moins âgées mais avec des comorbidités cardiaques, respiratoires, diabète. Voilà, je pense que la proportion de vaccinés est quand même relativement faible et que du coup les pneumocoques continuent à circuler. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a toujours beaucoup de circulation de pneumocoques et toujours d'antibiotiques trop prescrits. Donc je pense que c'est pour ça qu'on arrive aux limites de ce que peut faire la vaccination. D'accord. Actuellement, quoi. Et après, on a eu, alors je n'ai pas des données très claires en tête, mais on a aussi une évolutivité des sous-types de pneumocoques qui sont couverts ou non par la vaccination. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, d'accord. Le fait de vacciner contre certains sous-types de pneumocoques les a fait diminuer, alors que d'autres sous-types ont tendance plutôt à augmenter. Et on attend des nouveaux vaccins contre le pneumocoque un peu plus élargis et qui agiraient sur le sous-type de pneumocoque. C'est peut-être pas très clair mon truc, mais... Et comment vous expliquez en fait les résistances qu'on a en maison de retraite? Parce qu'a priori, on a vu en EHPAD, on est sur des populations avec une antibiorésistance plus importante qu'en ville, à cause de la pression qu'on peut y mettre ou parce qu'il y a une circulation peut-être au niveau des résidents ou, Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est quand on est statistiquement, quand on est en EHPAD, on a reçu beaucoup, on a un QE d'antibiotiques plus important et donc des résistances plus importantes. Et avec probablement donc chez les personnes âgées par peur des prescriptions plus faciles d'antibiotiques, des prescriptions plus longues d'antibiotiques, parce que toujours la peur du terrain fragile. Et ensuite, je pense qu'il y a de la transmission croisée, oui. Oui, c'est ça. Et donc en fait là ce qu'on peut dire c'est qu'il faut mieux en fait l'important c'est pas se tromper dans la dose initiale du dosage de l'antibiothérapie pour essayer de réduire au maximum l'inoculum et en essayant de mettre un traitement le plus ajusté en durée que possible. Il ne faut pas hésiter à taper plus fort mais moins longtemps. à taper à bonne dose. Oui, c'est ça, oui, mais à dose adaptée. Ouais, après, je sais pas, on a reçu quelques questionnaires via la diffusion par le DAC 32. Peut-être que ça pourra permettre, je ne sais pas s'il y a des demandes dans ce sens, mais d'organiser d'autres webinaires, peut-être sur des thématiques vraiment plus ciblées, parce que là, on est resté sur des choses assez générales. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous n'avez pas répondu au questionnaire, si vous voulez nous soumettre
un thème de webinaire qui vous intéresserait, que ce soit voilà, allergie antibiotique, gestion des BMR en ville. On pouvait faire des choses aussi plus ciblées sur les infections respiratoires, sur les infections urinaires, sur les infections ORL aussi. Donc n'hésitez pas à nous soumettre vos demandes si vous en avez et les horaires préférentiels sur lesquels vous aimeriez qu'on organise ces réunions. Alors, il y a Lisa qui veut poser une question, je crois. Et elle n'a pas le micro allumé. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais juste dire que pour les recommandations concernant les pneumopathies aiguës communautaires, je trouve ça très difficile à mettre en œuvre de réévaluer les patients à 3 jours pour pouvoir réduire la durée d'antibiothérapie à 5 jours. Du coup, si je comprends bien, si on n'a pas la possibilité de réévaluer un patient à 3 jours, on reste plutôt sur 7. C'est vraiment... on peut réduire uniquement s'il y a vraiment cette évolution favorable, quoi. Effectivement. Oui, j'imagine bien que dans votre pratique, c'est compliqué le volume de patients que vous avez à prendre en charge sur des périodes épidémiques, etc., de réévaluer systématiquement à 72 heures avec les experts. Et effectivement, si on n'est pas en mesure de réévaluer les patients à ce moment-là, on reste sur une durée recommandée de 7 jours. Donc, si après, c'est un patient que vous connaissez qui est fiable, voilà, vous pouvez lui dire que vous lui prescrivez pour 7 jours en lui donnant l'autorisation de l'arrêter à J5 si, voilà, s'il va rapidement mieux. Si d'ici 48 heures il va mieux, vous lui dire vous autorisez à l'arrêter à J5, pas avant, si vous allez mieux. Mais il faut que ce soit un patient effectivement cortiqué que vous connaissez, on ne peut pas faire ça avec les patients. Oui, mais ça reste des cas particuliers. Il faut faire ça ensuite avec les antibiotiques que vous allez prescrire pour raccourcir la durée de l'infection. On ne peut pas se référer à un critère biologique, par exemple. Ça ne suffit pas. Ouais, ça, je dirais que c'est peut-être un peu plus hospitalier qu'ambulatoire. On a des études sur la PCT, la diminution des flux en fonction de l'évolution de la PCT, etc. Mais je ne sais pas si ça, c'est vraiment applicable dans votre pratique de médecine de ville. C'est accessible maintenant en ville. Après, voilà. Donc, moi, je veux dire, ça pourrait être un outil, mais ça va demander 2 prises de sang sous un délai court. Mais ça pourrait permettre de respecter, justement, de combler un peu ces difficultés de surveillance qu'on peut avoir. Et ça pourrait aider à réduire la durée du traitement. Alors, je ne suis pas certaine, Philippe, parce que si vous voyez un patient trop rapidement, si le patient il a une fièvre la nuit et que vous le voyez en début d'après-midi et que vous l'envoyez au laboratoire immédiatement, vous allez avoir une CRP basse et vous allez ensuite recontrôler 3 jours après, vous avez mis le bon traitement antibiotique. Il va monter. 3 jours après, une CRP à 180. Va vous inquiéter. Tandis que nous, la cinétique qu'on voit à l'hôpital, si le patient arrive aux urgences, quelle que soit l'infection, si vous depuis moins de 24 heures, moins de 12 heures, il a une CRP à 20, puis le lendemain, on lui contrôle, il a une CRP à 300, et ensuite, à 180. Donc, on sait que 180, c'est moins de 300. Mais vous n'avez pas vu le pic à 300 en ville, et donc c'est la problématique de la première prise de sang, c'est qu'il fait de trop vite. Ouais, d'accord, oui, ok. Si, c'est important. Bon. Que la clinique, quoi. Vous êtes doué pour le faire. On ne sait plus le faire maintenant. Vous êtes doué pour le faire. À part le docteur Nguyen, là, il y avait d'autres médecins généralistes connectés? Oui, il y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas s'ils ont des questions. Ils ont des questions. Après, s'ils ont des questions, au pire, ils pourront rebasculer par la boîte mail. Ah, il y a Hugo qui... Oui. Qui se connecte. Salut Hugo. J'en profite. Salut Philippe, bonjour à tout le monde. Merci pour votre intervention déjà. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, j'ai deux petites questions. La première, rapidement, comme votre intervention est très intéressante, comment vous allez justement nous faire parvenir les derniers repos, comme vous disiez, ou
Par quel intermédiaire? Par le DAC? Il va y avoir un mail? Comment ça va nous parvenir tout ça? Alors en fait, notre difficulté, c'est qu'effectivement, on n'a pas de liste de diffusion propre. Donc on utilise la liste de diffusion du DAC pour vous faire parvenir les informations. On peut aussi passer par le Conseil de l'Ordre, mais c'est des organismes qui ne sont pas autorisés à nous transmettre vos coordonnées, évidemment. Via RGPD. Ok. Après, ce qu'on peut organiser, donc c'est fonction de vos souhaits, évidemment. Si vous souhaitez qu'on fasse donc quelque chose de très ciblé sur les infections urinaires, sur les infections pulmonaires, on peut le faire. Et on peut également, donc pareil, sous la forme d'un topo court, maximum 1 heure, et on peut à un moment intervenir s'il y a effectivement des nouvelles recommandations, il n'y a pas tous les ans sur tous les sujets. Donc c'est voilà, là il devrait y avoir infection urinaire, infection pulmonaire qui devrait sortir, alors infection urinaire masculine, je pense. Voilà, on peut faire des petits topos courts qui a l'avantage de pouvoir discuter. Sinon après, oui, on peut vous transmettre des liens, vous avez les informations, voilà, mais c'est moins sympathique. Bon, après, la liste de diffusion, elle va se développer petit à petit. Et, donc et puis, on va créer des outils de communication au fur et à mesure de l'avancée de la montée en puissance de l'équipe sur le territoire. Okay. Mais il ne faut pas hésiter à faire remonter et des difficultés et dans la pratique. Parce que c'est ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, tu as un numéro de téléphone, tu as un mail, il y a les recos et puis il y a la vie de tous les jours qui fait qu'on a des difficultés au quotidien, qui fait qu'on a des questions. Du coup, ça nous sort de notre isolement aussi. Et on en avait discuté à un moment donné dans la préparation de tout ça, c'est aussi savoir à un moment donné quand est-ce qu'on passe la main. Tu vois, on a une pathologie donnée, on applique la bonne prise en charge et on voit que ça nous échappe. Et là, du coup, on a des référents qui prennent la main en secondaire ou qui donnent des conseils. Enfin, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Et c'est l'idée de l'équipe. Voilà, l'aide qu'on vous apporte, c'est soit sur une stratégie thérapeutique, vous êtes embêté avec un patient qui a de la fièvre depuis un moment, vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on en pense, voilà, ça peut être sur de la prescription antibiotique, vous avez un antibiogramme avec une bactérie résistante, vous ne savez pas trop quoi prescrire, ça peut être également sur, on a eu récemment donc un patient qui en EHPAD, je crois, qui nécessitait la prescription de fidaxomicine pour une infection clostridium difficile. Il se trouve que la fidaxomicine, c'est la prescription hospitalière, et donc le médecin généraliste a fait la prescription, et le patient, en tout cas, s'est retrouvé refoulé à la pharmacie chez nous. Donc ça, en fait, il suffit de nous appeler, de nous expliquer la situation, et nous, évidemment, on fait la prescription. Voilà, on peut vous aider sous tout un tas de formes que ce soit. De prise en charge, oui. Oui, ça crée de la fluidité, quoi. Voilà. On peut, pour un patient dont la problématique n'est pas urgente, on peut prendre des patients, nous, en hospitalisation, si le médecin fait l'entrée directe, sans qu'il passe par les urgences. Voilà ce que nous, on peut vous apporter. Ok. Après, je ne sais pas, les outils de communication, ils ne sont pas GGN encore sur l'Occitanie, là. On avait Spico, mais je ne sais pas si on pourra à un moment donné, ce qui va mieux marcher un jour, mais ça pourrait être aussi un moyen de communication. Après, on a des trucs sécurisés qui pourraient fonctionner. Vous avez une adresse Medimail aussi, Sophie, sur l'hôpital. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir développer et utiliser des outils de communication plus directs et plus faciles, tout en respectant les critères d'anonymat